Bonjour à tous. Donc je suis venu pour vous parler un petit peu de l'histoire de Save. D'abord, qui connaît Save? Ouais, c'est pas mal. D'année en année, il y a eu de plus en plus de mains qui se sont levées après les conférences, etc. Voilà, je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de Save. Je vais essayer de vous raconter un peu les débuts, notre histoire, surtout notre histoire de croissance qui a été assez singulière. Je pense que c'est probablement ce qui a défini le plus la boîte et ce qui a défini le plus l'aventure Save. Et puis je vous parlerai un petit peu de la suite pour la boîte, la suite pour les collaborateurs clés, pour moi en tant qu'entrepreneur, etc., etc. On a eu une actualité aussi ces derniers mois. Donc, juste, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc, moi, je suis Damien, j'ai aujourd'hui 26 ans. Save, c'est une histoire que j'ai commencée quand j'en avais 22. C'est une histoire qui a commencé en février 2013. C'était une deuxième boîte pour moi. J'étais en 4e année d'école de commerce, mais j'avais déjà eu l'occasion de créer une petite boîte quand j'étais en 2e année. Rien d'exceptionnel, mais je faisais de la réparation d'ordinateurs à domicile. Donc, il y a eu tout un cheminement. J'ai toujours été assez geek. Mon père est ingénieur informaticien. Littéralement, je tapais sur un clavier d'ordinateur avant d'avoir un stylo dans la main. Quand j'avais 12-13 ans, je commençais à faire des petits programmes en C++, etc. Je ne suis pas du tout un génie de l'informatique, mais enfin, vous savez comment ça se passe. Sous prétexte que vous savez vous servir d'un ordinateur, vous êtes World Assistance pour la Terre entière, les amis, la famille. Est-ce que tu peux faire ci pour moi, ça, truc? Voilà, donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire des petites interventions à droite et à gauche chez les voisins, les amis, la famille, pour réparer les ordis. Et puis j'ai commencé à en faire une vraie boîte quand j'étais en 2e année. À l'époque, ça rentrait dans le service à la personne. Truc de folie, 5,5 de TVA, 50% des interventions déductibles des impôts, enfin voilà, un truc un peu sympa. Et puis voilà, donc ça fonctionnait pas mal. Je suis rentré de l'étranger et je me suis vraiment posé la question de faire grossir cette boîte. Et là, j'ai été énormément sollicité par les smartphones. Tout le monde me disait, OK, c'est cool, tu peux réparer mon ordi, tu peux reformater mon disque dur, mais en fait, est-ce que tu es aussi capable de réparer mon iPhone? Je l'ai cassé il y a 2 jours, etc., etc. C'était vraiment tout début, 2013, donc on était sur l'iPhone 4S, un tout petit peu le 5. Et voilà, donc ça a démarré avec une petite boutique que j'ai ouverte pas très loin de mon école pour pouvoir faire facilement des allers-retours. Je me rappelle à l'époque, j'étais en scout. J'ai tout de suite pris 2 salariés pour pouvoir couvrir l'amplitude horaire de la boutique, puisque moi j'étais en cours à côté. J'étais en master finance à l'époque. Et je dois avouer que ça a fonctionné plutôt pas mal. Ce qui a été important, en fait, ça a été de bien comprendre quelles étaient les attentes des clients sur la réparation de téléphone. Je vous refais un peu l'histoire, mais en fait, en 2013, la réparation de smartphones, surtout à Paris, c'était Barbès et Montgalais, quoi. C'était vraiment des quartiers un petit peu populaires dans lesquels vous aviez une réparation qui était faite un peu à la va-vite, qui n'était pas très professionnelle, vous n'aviez pas de facture, etc., etc. Donc nous, on est venu avec des propositions de valeur pour les clients qui étaient très très claires. Donc tout d'abord, une réparation qui était rapide. Alors, même quand vous alliez à Barbès ou à Montgalais, en fait, à l'époque, la réparation, elle durait une après-midi où on vous demandait de revenir chercher votre téléphone le lendemain. Je pense, et surtout dans cette salle, que si je vous enlève votre téléphone pendant un jour ou une après-midi, je vous arrêtez de bosser, quoi. Donc voilà, donc tout a commencé comme ça. Donc une réparation qui était rapide, une garantie d'1 an, ça aussi c'était complètement nouveau. Une facture à la fin de l'intervention, ça aussi c'était nouveau. On dit souvent avec beaucoup de modestie chez Save qu'on a pas mal professionnalisé le métier. Et donc voilà, donc ça a démarré avec la boutique. Au bout de 2-3 mois, la boutique était rentable. Assez rapidement, on a été contacté par des groupes. Je me rappelle, on avait été contacté par le groupe Altran, une grosse SS2I, qui nous disait c'est génial ce que vous faites pour les particuliers, mais est-ce que vous êtes capable de le faire aussi pour les groupes? Bien sûr, on vous envoie notre commercial, etc., etc. Le commercial, c'était moi. Je me suis mis en costume entre 2 cours. J'ai débarqué, je me suis retrouvé devant le directeur des achats Altran. Bonjour. Et puis j'ai négocié mon contrat. Et là, j'ai vraiment senti l'attraction du truc. Donc j'ai fait rentrer 2 copains dans l'aventure. J'avais démarré la boîte seul. Et là, je me suis dit, quand même, ça va grossir, il faut que je me fasse aider. Et puis à la fin de l'année 2013, je me suis retrouvé avec une boutique, donc 3 salariés dans la boutique, un atelier en plus pour pouvoir couvrir le volume que nous envoyaient les professionnels. Là, c'était 3 salariés supplémentaires. Et puis mes 2 copains, donc, finalement, c'était une petite dizaine à la fin de la même année de l'ouverture. Donc là, je sentais l'attraction. Et là, je me suis dit,
ok, ben c'est parti. Va falloir être vraiment ambitieux pour le projet. De toute façon, j'avais toujours été assez ambitieux pour cette boîte. Autant la première, honnêtement, c'était pour rigoler. C'était vraiment commencer à faire ces petites déclarations de TVA, etc. J'avais toujours voulu être entrepreneur, mais je voulais y aller étape par étape. Save My Smartphone, à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. C'était vraiment un truc que je voulais amener loin, amener haut. Je me rappelle le peintre qui était venu peindre la boutique dans la petite ruelle dans laquelle on était, dans le 16e, à côté de mon école. Je me rappelle le mec, je l'avais tabassé sur les prix, j'avais négocié. Le mec, honnêtement, il était venu faire la peinture, il y avait 3 jours de boulot pour 3 fois rien. Et puis il était encore en train de peindre, j'étais encore en train de négocier, et je lui disais franchement, fais-moi encore un prix, parce qu'avec moi, tu vas en avoir 5 dans l'année, on va en ouvrir plein, etc. Ça s'est jamais fait, évidemment. On n'en a pas ouvert plus avec lui. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de pousser le truc à fond. Et donc, je me suis posé la question d'ouvrir de nouveaux points de vente. Donc, à l'époque, j'avais pas énormément de réseau, pas énormément de contacts. Et j'ai réussi à tomber sur un mec assez exceptionnel qui était là au festival l'année dernière, qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est en ce moment qui s'occupe de Kima Venture, qui est le fonds de Xavier Niel. Et là, à l'époque, il bossait chez Pascal Mercier, qui est un gros leveur de fonds à Paris. Et donc je le rencontre, je fais un rendez-vous avec lui, je lui explique un peu mon histoire, le concept, et je lui dis, écoute, voilà, maintenant on a une boutique, elle fonctionne bien, l'idée c'est de la reproduire, donc j'ai besoin de lever des fonds pour ouvrir des boutiques de réparation de smartphones. Et le mec me dit, tu n'as pas idée à quel point tu n'es pas sexy pour les fonds d'investissement, quoi. Tu ne vas jamais lever d'argent sur un concept comme ça. Mais écoute, là, je m'en vais de chez Pascal Mercier. Là, je pars dans 2 semaines et je rentre dans un accélérateur de start-up qui s'appelle The Family. Écoute, j'ai le droit de venir avec quelques boîtes avec moi. Je vais rentrer en tant que partenaire. Si tu veux, on se tape dans la main et puis tu rentres dans l'accélérateur et c'est exactement ce dont tu as besoin. On va t'aider à t'éduquer sur le monde de l'entrepreneuriat. On va te rendre un peu plus sexy pour des fonds. On va t'aider à lever des fonds et on va faire de ta boîte un succès. Et j'avais eu un bon fit avec le mec dès le rendez-vous, je lui ai tapé dans la main et je suis rentré chez The Family. Début 2014. Là j'ai vraiment bouffé, tiens, le nom de la conf c'est Save 0 to 1 ou un truc comme ça. J'ai bouffé 0 to 1 de Peter Thiel, j'ai bouffé tout ce contenu startup. Et j'avoue que voilà, j'étais pas encore vraiment dans les codes, quoi. J'étais débarqué, je me rappelle, je suis arrivé chez The Family devant Oussama, j'étais en costume, je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas d'imprimante dans son bureau, il m'a bâché, machin. C'était un peu laborieux le premier contact avec The Family, mais je suis rentré assez vite dans tout ce qui concerne, enfin tous les codes startup, parce qu'à la fin, c'est vrai que si on veut construire une aventure, une boîte exceptionnelle, si on veut construire un Google, un Facebook, etc., en réalité, il n'y a pas 150 000 chemins qu'il faut prendre. Et il faut vraiment arriver à comprendre quels sont les leviers qu'il faut utiliser dans les startups pour pouvoir construire une croissance, pour pouvoir bâtir sa scalabilité, etc., etc. Il faut comprendre vraiment, typiquement, les petits mots que j'ai mis sur ce slide. Il faut vraiment rentrer dans cet état d'esprit. Et donc, je suis rentré chez The Family. Et on a complètement repensé le concept. Moi j'avais un problème, c'est que j'avais besoin de physique. À la fin de la journée, vous pouvez faire ce que vous voulez, un site internet, une traction web, etc., de la tech, machin. À la fin de la journée, il faut quand même qu'il y ait un technicien en face d'un client qui répare son téléphone manuellement. On n'a pas encore construit de robot qui répare automatiquement les téléphones. Et donc à la fin de la journée, on avait quand même besoin de points de vente, de main-d'œuvre, etc., etc. Et donc voilà, donc on a un petit peu repensé notre modèle de point de vente et on a ouvert en avril 2014, donc 1 an et 1 mois après le début de la boîte, on a ouvert un corner. Et c'est probablement ce qui caractérise le plus Save aujourd'hui. Alors un corner, c'est tout simplement un petit point de vente qui fait entre 8 et 16 mètres carrés, qui est situé au milieu des allées des centres commerciaux. Et en fait, c'est des emplacements qui sont vacants. D'ailleurs, en fait, assez souvent, on a complètement révolutionné ce marché-là dans les centres commerciaux. À l'époque, dans les centres commerciaux, en 2014, ces emplacements au milieu de l'allée, c'était un peu boui-boui. Soit c'était de la très très grosse opération de com, dans des très gros centres commerciaux. Là, c'était des grosses marques qui venaient, qui payaient très cher. Ou alors, c'était des petits kiosques. Je ne sais pas si ça vous parle, des espèces de petites étagères où les mecs vendent des parfums, ils essayent de choper les clients comme ça sur les côtés. C'était ça, à l'époque, en 2014. Et pourquoi ? Et parce qu'en fait, il y a très très peu d'enseignes
qui sont capables d'exploiter une surface aussi petite et de générer beaucoup de chiffre d'affaires. Et quand on y pense, regardez les enseignes que vous pouvez avoir dans le retail autour de vous. À chaque fois, c'est des enseignes qui ont besoin de présenter les produits, c'est des enseignes qui ont besoin de cuisine, c'est des enseignes qui ont besoin de cabines d'essayage. Elles ont besoin d'espace pour s'exprimer. Nous, on arrive à avoir un très très gros panier moyen. Le panier moyen chez Save, c'est 70 € par client. On arrive à avoir un très gros panier moyen, on arrive à avoir du gros volume sans présenter de produits et on arrive à s'exprimer sur le plus petit point de vente chez Save. Il a fait 6 mètres carrés. On est arrivé à faire 35 000 € de chiffre d'affaires par mois sur 6 mètres carrés. C'était notre modèle qui voulait ça. D'ailleurs, la plupart du temps, dans les centres commerciaux, on a quasiment le plus gros ratio entre chiffre d'affaires par mètre carré, qui est généralement pris par Apple, parce qu'ils vendent des produits très 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 chers et ils font beaucoup de volume. On arrive généralement dans les mêmes ratios. Voilà, donc on a démarré ce premier point de vente en avril, puis en fait on en a signé 3 d'un coup. On a signé donc 3 centres commerciaux en région parisienne, Créteil-Soleil, Belle-Épine, Val d'Europe. Et donc on a ouvert en avril, en juillet et en août 2014. Là, ça commençait à pousser pas mal, parce qu'il y avait toujours l'atelier, il y avait toujours la première boutique. Je me suis retrouvé avec 25 salariés. J'avais réussi à bidouiller mon stage dans mon école pour faire mon stage dans ma boîte. Et là, c'est vrai que quand je me remets un petit peu dans ma Smart à l'époque, c'était un peu laborieux, quoi. Le stock central de toute la boîte, c'était ma Smart, c'était le coffre de ma Smart. Tous les matins, je passais chez quelques fournisseurs pour aller chercher des pièces, puis je passais dans tous les points de vente. J'essayais de voir s'ils avaient besoin de quelque chose. Le service client de toute la boîte, c'était mon iPhone. Voilà, là, ça commençait à devenir un petit peu rock'n'roll. Et là, je me suis dit, il faut qu'on se professionnalise un petit peu plus. Pareil, pas énormément de réseau à l'époque. Je viens d'un environnement familial qui est ni très aisé, ni entrepreneurial. Donc j'avoue que j'avais pas eu énormément de réseau à l'époque. Et mon beau-père avait un partenaire de tennis qui s'appelle Cyril Montanari, qui était un vrai pro du retail. Et puis de temps en temps, il lui parlait de ce que je faisais. Cyril, il a eu une carrière dans le retail assez énervée. C'était un des plus jeunes directeurs de magasin Darty. Je crois qu'il a été directeur d'un magasin Darty à 26 ans, 27 ans. Ensuite, il a carrément été débauché par PPR pour démarrer Surcouf d'une copie blanche. Il a ouvert quasiment tous les Surcouf en France. Vraiment un mec qui était vraiment dans l'exécution retail. Et donc, on s'est rencontrés. Au début, il a commencé à nous donner des conseils, et puis voilà, il voulait se faire rémunérer pour nous accompagner un petit peu. Il nous donnait quelques contacts, quelques conseils. Et puis je me rappelle d'un moment, je me rappelle c'était un vendredi, quelque chose comme ça. On prend un café ensemble. Et puis il essaye de comprendre un petit peu plus nos chiffres. Et je me rappelle, il prend une serviette sur le café, et il dit « Ok, Damien, c'est l'heure de l'addition ». Il me dit « Ok, là, sur les 4 jours d'ouverture, tu as fait combien de chiffre d'affaires ?» Je sais pas, on a fait tac, je vais te dire, on a fait un truc, je me rappelle plus des chiffres, hein, mais 5 000 €. Ok, combien ça t'a coûté les pièces détachées? À peu près à 65 à 70% de marge, ça m'a coûté, je sais pas, à 1 500. Ok, très bien. Le personnel, là, ça t'a coûté combien? Je sais pas, à l'heure, machin, on fait un petit ratio, tac. Ok, le loyer, tac. Et après? Après, rien, tout ça, c'est de la marge, c'est ce qui nous reste, quoi. Il m'a dit, c'est incroyable, vous arrivez à faire quasiment 30% d'EBITDA sur chaque point de vente, sur chaque opération. Il m'a dit, c'est hyper impressionnant. Et depuis ce jour-là, on a commencé à discuter un petit peu plus de sa venue. Et au 1er septembre 2014, donc 1 an et demi après l'ouverture de la boîte, la toute première boutique, on s'est tapé dans la main et il est venu définitivement chez Save. Là, son premier rôle a été vraiment de construire une équipe de top management et de construire des process. J'avoue qu'il n'y en avait pas à l'époque. Donc on s'est construit une logistique, un process achat, on a construit un service client, on a construit toutes les fonctions core qu'on peut avoir comme ça dans une boîte. On a commencé à recruter, à réfléchir au process de recrutement. Et puis on s'est dit, OK, si on veut que ce concept soit vraiment énorme, on va ouvrir des nouveaux points de vente qui ressemblent à peu près au parc de centres commerciaux français. Et donc, on a ouvert 2 points de vente supplémentaires pour tester le modèle un peu dans d'autres points. On a ouvert Angers, un truc du genre novembre 2014. Et puis, on a ouvert Beaugrenelle, qui est une zone du coup très riche, en décembre 2014. Et puis donc, voilà, on s'est retrouvé au 1er janvier avec 5 corners, un truc du genre 30 salariés,
Et on s'est donné le pari fou d'ouvrir 100 points de vente sur l'année 2016, l'année d'après, donc l'année dernière. Et je dois avouer qu'on a fait beaucoup mieux. En fait, on n'a pas ouvert 100 points de vente, on en a ouvert 137. On est passé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 de 30 salariés à 440. On est passé de 5-6 points de vente, en plus de la petite boutique dans le 16e, à 137. On est passé, en janvier 2016, on faisait peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. On est passé à 100 000 euros de chiffre d'affaires par jour en décembre de la même année. Même moi, j'ai de l'émotion quand je raconte ça. Je sais même pas ce qui nous est passé par la tête. Honnêtement, ce que je peux vous dire, c'est que rien n'était difficile dans cette période. Rien n'était compliqué, tout était fluide. Tout était putain de fluide. Et vous imaginez pas le nombre de barrières qu'on peut avoir quand on ouvre 6 pays d'Europe en l'espace de 3 mois, 4 mois. On a construit tout notre système d'information. Il a fallu recruter toutes ces personnes, il a fallu les former. Ok, bah c'est pas grave, on va monter notre école de formation. Et bam, on a monté la Save Academy, qui est un process de 3 mois de formation de tous les techniciens. À chaque fois, il y avait une barrière qui était importante pour notre exécution, et à chaque fois, on arrivait à la dépasser. À chaque fois, on arrivait à la contourner. Je sais pas, on était tous dans une espèce de transe, rien n'était un problème. On était à fond pour le projet, on était au taquet, quoi. C'était vraiment une période exceptionnelle. Il y a plein de choses qui ont vraiment très très bien fonctionné. Évidemment, il y en a d'autres qui ont un petit peu moins bien fonctionné. Mais en tout cas, c'est une période de croissance que je ne regrette pas et qui était très très riche et très très intéressante à vivre. Donc on est passé par un changement de nom. Donc on est passé de Save My Smartphone à Save. On est passé par une grosse levée de fonds. En septembre, on a levé 15 millions d'euros, etc. Et puis on a continué à avancer. Bon, après, il y avait quand même des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc on est arrivé fin 2016 avec quand même 2-3 constats. C'est qu'on avait raté quand même pas mal d'éléments de l'exécution. Et ça a commencé à devenir de plus en plus une tension dès début 2016. Mais j'avoue que sur le moment, on était assez aveugle de ça. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'on a eu du mal à vraiment voir les problèmes de la boîte à ce moment. Je pense que c'est principalement dû à notre inexpérience, la mienne, celle de l'équipe dirigeante de l'époque aussi. Cyril, mine de rien, même si c'était un expert du retail, il n'avait jamais eu l'occasion de vivre quelque chose d'aussi incroyable. À chaque fois, il travaillait dans des grands groupes qui avaient déjà des process, des systèmes d'information, des choses qui sont déjà bien établies. Il a toujours eu une direction, etc. Et j'avoue qu'on s'est un petit peu enfermé dans une bulle. Et je pense que ça, c'est un premier enseignement probablement que j'ai tiré de cette période-là. C'est que quand vous êtes dans votre start-up, en réalité, tout le monde passe son temps à vous dire que ce que vous faites, c'est exceptionnel. Et puis, quand bien même votre start-up commence à bouger un petit peu, là, c'est la guerre. Vous êtes contacté par tous les fonds du monde, tout le monde veut travailler dans votre boîte. Dès que vous faites le moindre rendez-vous familial, c'est putain, mec, c'est incroyable ce que tu fais, j'ai vu ton article, etc., etc. Ah ouais, l'article, c'est le Vanity Metrics exceptionnel. Pourtant, vous n'avez rien vendu, vous n'avez rien foutu, vous avez des bêtes d'articles, ça, c'est génial. Et en fait, tout ça, ça vous met dans une espèce de bulle qui fait qu'en fait, vous n'arrivez pas à voir la réalité en face. Et la réalité en face, c'est que vous ne faites pas de pognon, quoi. Et à la fin de la journée, une boîte, c'est pas fait pour autre chose. Une boîte, elle est construite pour générer de l'argent. Et quand elle en génère pas, on est en problème. Et d'ailleurs, les Américains, ils appellent ça le death default. On est mort par défaut. D'ailleurs, quand vous levez l'argent, quand vous levez de l'argent, en réalité, c'est parce que vous consommez de l'argent plus qu'en vous en générez. Et donc, vous vous donnez une date de mort. C'est aussi simple que ça. Vous avez 1 million d'euros sur votre compte, vous brûlez 100 000 euros par mois, et bien il vous reste 10 mois à vivre. Voilà, vous avez donné votre date de mort. Donc vous avez deux choix. Soit vous diminuez votre niveau de consommation de cash et vous commencez à générer de l'argent pour vous donner une espérance de vie un petit peu plus longue, soit de toute façon vous allez direct dans le mur. Et en fait, comme on est dans cette bulle, on a levé nos fonds, on a de la presse, on a l'impression que ce qu'on fait c'est exceptionnel. En réalité, on ne se met pas en alerte par rapport à tout ça. Et alors, je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'étais loin de me mettre en alerte. D'ailleurs, Jean, il dit qu'on a carrément créé un espèce de cocon, on a créé une distorsion de la réalité. C'était même plus grave que ça, quoi. C'est à force de passer notre temps dans les médias, à force d'avoir tous ces salariés qui disent c'est incroyable, je travaille chez Save, on vit une aventure exceptionnelle, etc., etc. En fait, tout le monde
est dans une espèce de bulle et distorsionne complètement la réalité de la boîte. Et ça, c'est probablement la raison pour laquelle, novembre, décembre, peut-être même avant, octobre, on ne s'est pas vraiment mis en alerte, 2016, donc de l'année dernière. Et non, mais pas 2016, je confonds complètement les dates. Donc c'est 2015 et début 2016 non plus. Et donc début 2016, moi je commence à me mettre un petit peu en alerte, je commence à voir les chiffres en face, et je me rends compte qu'en fait on consomme beaucoup trop d'argent, et de l'argent qu'on ne devrait pas consommer. Là, je commence à en discuter à l'équipe, on commence à avoir de plus en plus de pression de nos fonds, et puis là on commence à sentir la responsabilité du truc. À l'époque, on a 450 salariés. Moi j'ai 25 ans, j'ai fêté mes 25 ans avec un truc du genre 500 salariés. Voilà, quand vous faites le virement de salaire à la fin du mois, sur 450 salariés, ça devait faire un truc du genre 1,2 million, 1,3 million, et que vous vous rendez compte qu'en fait sur le compte vous en avez encore, mais pas forcément une tonne, en fait vous commencez à rentrer vachement en pression, ça commence à devenir compliqué. Et donc voilà, on a commencé à en discuter avec nos fonds, et puis en fait voilà ce qui a été décidé. Ce qui a été décidé, c'est de rentrer en restructuration, c'est de commencer à vraiment couper nos coûts, c'est de commencer à vraiment travailler sur notre modèle, et de rentrer donc en redressement judiciaire, qui est une procédure collective en France qui permet justement de se donner une respiration de cash. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques de la procédure, mais ça sauve beaucoup de boîtes et ça nous a sauvés. En fait, toutes vos dettes de la société sont bloquées, sont gelées. Tout ce que la société doit, en réalité, elle ne le doit plus à la date du jugement. Et tout le cash qui est disponible, qui rentre et qui est là, en fait, il est là pour permettre de restructurer la société. Et puis, une fois que la société aura repris son souffle, à ce moment-là, elle remboursera ce qu'elle a bloqué avant. Voilà. C'est ça le principe du redressement judiciaire. Je dois avouer qu'au début, j'y étais assez hostile. Et puis assez rapidement, je suis rentré dedans, j'ai découvert un petit peu ce levier, et donc j'ai dit OK. Donc on a récupéré un ticket supplémentaire de nos fonds. On avait 3 fonds au capital. Une des conditions quand même à la restructuration était de revoir l'équipe du management. Et puis j'avoue que en réalité, moi, dans toute cette période, j'étais pas vraiment resté dans l'exécution. J'avais fait venir Cyril et je lui avais dit, écoute, voilà, moi j'ai 23 ans, 24 ans, je connais bien mon marché, je pense que je suis pas mauvais en marketing, je pourrais aller lever des fonds, je peux gérer la stratégie de la boîte, mais toute l'exécution retail, en réalité, je serais pas la meilleure personne pour faire ça. Et donc j'avais embauché des seniors pour le faire, des seniors qui n'ont pas toujours réussi leur mission. Et donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai eu une discussion avec Cyril. Évidemment, je lui ai dit que j'avais plus confiance. Et je lui ai dit que je souhaitais avancer sans lui dans la restructuration. Pareil pour toute l'équipe de top management qu'on avait à l'époque, qui était que des seniors, qui avaient entre 15 et 20 ans d'expérience dans le retail. Et j'ai fait venir mes copains du début, ou les salariés du début, qui étaient plutôt des profils entre 25 et 30 ans, souvent plus proche de 25, qui vivaient la boîte depuis le premier jour, qui étaient très attachés au projet et qui, mine de rien, prenaient la mesure de tout ce qu'ils faisaient. Et donc j'ai pris ces personnes-là et on a reconstruit le top management de la boîte avec que des mecs de moins de 30 ans, sauf un qui était notre DAF, Noël, qui est un expert des procédures collectives et donc qui est venu pour nous aider à gérer toute cette période. Et donc on a prononcé le redressement judiciaire le 5 juillet 2016, donc l'année dernière. Un petit peu avant le Web Today, j'étais venu au Web Today, je me rappelle, l'année dernière. J'étais encore dans ma bulle à ce moment-là, je pense, parce que j'avais rien à foutre à Nantes, en réalité. Et donc le 5 juillet, j'ai en plus envoyé un billet de blog pour expliquer un petit peu ce qu'on était en train de traverser et notre quotidien. Save à l'époque, c'était on défrayait la chronique, quoi. On était dans tous les médias, tous les fonds parlaient de nous, etc. C'était vraiment the bulle dans l'écosystème, à Paris en tout cas.
Et j'avoue que du coup, je me suis un peu préservé de tout ça. J'ai décidé de faire aucune interview, de jamais en parler, etc. Et à chaque fois, je répondais à la même chose. C'est voilà, écoutez, mon temps est maintenant beaucoup plus précieux dans ma boîte plutôt que sur les plateaux. Je me suis pris la tête à écrire un vrai billet de blog. J'ai écrit tout ce que je pensais dedans. Voilà, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le reprendre, vous pouvez le partager. Mais malheureusement, je ferai pas plus de presse. Le billet, il a été lu quelque chose comme 250 000 fois, un truc comme ça. Et voilà, et donc on a avancé. Juillet, août, septembre, et là, je suis vraiment re-rentré dans les moindres données de la boîte. Je pense que ça m'a fait du bien d'avoir une meilleure maîtrise de ce qu'on faisait. J'ai beaucoup aimé cette période où je suis re-rentré dans l'exécution de la boîte, et on a vécu des moments exceptionnels avec l'équipe de top management. Et là, je dois avouer que ça a été un putain de succès. Ça a été un putain de succès. En juin, juillet, on brûlait entre 1,2 million et 1,5 million de cash par mois. Donc je peux vous dire que la levée de 15 millions, en réalité, elle est partie très très vite. On a récupéré un ticket supplémentaire pour se donner suffisamment de respiration de cash. Et là, c'est un moment dur en tant qu'entrepreneur. Je peux vous dire que quand vous arrivez devant le juge-commissaire, le président du tribunal, l'administrateur, le mandataire, et que vous arrivez avec votre petite gueule de minot de 25 ans avec 400 salariés et 3 mois de cash sur le compte. J'avoue que voilà, on sent la tension du truc. Mais on prend sa responsabilité. J'ai eu des moments où voilà, je me levais le matin, je passais vraiment du temps dans la douche. Je n'avais pas envie d'affronter le bureau, mais on y est allé. On a fait le truc jusqu'au bout. Et on est passé de 1,2 million, 1,3 million de conso de cash mensuel à, en décembre, rentable l'année dernière. Et d'ailleurs, je félicite encore toutes les équipes de Save pour avoir tenu, serré les dents. Save, c'est aussi une histoire d'homme. On n'a pas encore construit de robot qui répare les téléphones. À la fin de la journée, vous avez quand même 400 personnes qui tous les jours se lèvent, viennent ouvrir leur point de vente, qui sont des gens qui ne sont pas toujours des développeurs et qui sont embauchés en claquant des doigts. Et donc, en fait, vous prenez vite la responsabilité de tout ça. Et donc, on les a accompagnés et on a travaillé sur un très beau plan de restructuration. Alors, je vais la faire courte. Qu'est-ce qu'on a restructuré? On a fermé quand même pas mal de points de vente, beaucoup à l'étranger. On avait quelques pays qui ne fonctionnaient pas, pour plein de raisons, des raisons d'exécution, des raisons de marché. Vous prenez par exemple en Allemagne, vous avez le marché opérateur de la France d'il y a 5 ans. C'est-à-dire que vous n'avez pas de forfait sans engagement. Donc en réalité, il y a beaucoup moins de modèles pour une boîte comme Save. Il y avait plein de petits problèmes comme ça dans tous les pays qu'on avait ouverts. On a eu un gros problème de gestion interne, et notamment de la gestion de notre taux de marge, des vols, des produits défectueux, etc. etc. Et puis le latent de toutes les boîtes qui sont dans leur bulle, on avait un siège qui était juste mais démesuré par rapport à ce qu'on faisait. On a juste complètement oublié qu'on était une boîte retail. Dans une boîte retail, il y a des ratios. Et on avait complètement brûlé ces ratios. Et donc on est arrivé dans les moindres petits détails. Vous faites la liste en juillet de tout ce qu'il faut restructurer, de tout ce qu'il faut retravailler dans la boîte. Et puis vous attaquez les projets un à un. Et puis vous retroussez les manches. Quand on arrive rentable en décembre, on se pose autour d'une table avec nos fonds et on commence à se dire, OK, très bien, c'était déjà une première étape, c'était important. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Eh ben, la question, c'était de savoir, est-ce qu'on avait vraiment envie de ressortir de redressement judiciaire, de faire face à notre passif, donc à toutes les dettes qui sont bloquées, et puis de passer 10 ans à rembourser tout ça? Ou est-ce qu'il n'y avait pas de meilleures opportunités pour la boîte? Une nouvelle levée de fonds, une acquisition, une fusion? Il y avait plein de scénarios possibles. Et donc, je suis rentré en roadshow en décembre de l'année dernière, et j'ai commencé à chercher des nouvelles opportunités pour la boîte. Je vous la fais courte, j'avais plusieurs opportunités possibles. Une levée de fonds, c'était possible. Relever des fonds, se faire diluer encore un petit peu, mais balayer une partie des dettes, avoir du nouveau cash pour pouvoir régénérer de la croissance, sachant que maintenant on connaît quand même beaucoup mieux notre modèle. On avait la possibilité de mettre le cash beaucoup mieux au travail. On pouvait faire un partenariat stratégique qui nous permette d'avoir moins de charges, de générer plus de business, etc. Notamment, on travaillait sur un projet de joint venture avec la Fnac. C'était top, honnêtement, j'ai passé un très bon moment.
Et puis, on réfléchissait aussi à d'autres choses. Et puis, dans mon roadshow, j'ai eu un groupe qui s'est positionné. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je pensais pas que la société allait être vraiment intéressante pour quelqu'un. Et donc, on a été contacté par le groupe Remade. Le groupe Remade, ils font un métier qui est assez simple. Ils achètent des produits dans un état A, et puis ils les revendent dans un état B. Et entre les deux, ils ont un processus industriel qui permet de remettre à neuf tous les produits électroniques. Et notamment sur les smartphones. Ils ont vendu l'année dernière 800 000 smartphones. Ça représente à peu près 5% du volume français, donc c'est vraiment du gros volume. Et en fait, Save, c'est assez connexe pour eux. Ça leur permet d'avoir un circuit de distribution, ça leur permet d'être aussi le leader sur la partie réparation, de pouvoir prendre en charge leur téléphone reconditionné. En plus de ça, voilà, on a notre logistique, notre service client, RH, finance, totalité du siège. En réalité, on peut le mettre en synergie justement sur les deux sociétés. Donc en fait, un deal qui était extrêmement logique. Et donc on a commencé à négocier avec eux à partir de février. Et puis en avril, on est donc d'abord ressorti du redressement judiciaire en plan de continuation. Ça, c'était déjà une première étape. Et puis, on a eu l'acquisition de la boîte par le groupe Remade. Moi, je vais rester dans la société jusqu'à au moins la fin de cette année et probablement un petit peu plus sur une partie un peu plus stratégie et pas exec. Là, je vais vraiment rester dans l'exec jusqu'à la fin de cette année. Mais honnêtement, on est heureux d'avoir traversé tout ça. On est heureux d'avoir serré les dents parce que c'est une boîte exceptionnelle, c'est une aventure exceptionnelle. On s'est battu pour tous les salariés, pour l'aventure de la boîte. Nos fonds ont pu récupérer une partie de leur investissement. Nous, en tant que manager fondateur, on a pu récupérer beaucoup de cash. Et voilà, c'est plutôt une fin heureuse. Voilà. Merci d'avoir écouté mon histoire.